本日はお忙しい中、多数お集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日は2017年5月から路面ポンソの栽培醸造すべてのテクニカルの責任者をやっておられますアレクサンドル・アベルさんが来られたんですけれども、路面ポンソのプロモーションといたしましては、まさにその2017年の2月にポンソのプロモーションをやったんですが、その後にローラン・ポンソさんが路面を離れられて、3ヶ月後の5月に路面から壊れてアベルさんが就任することになりました。アベルさんの最初の路面ポンソの責任者としての来日なので、この際に非常にブルゴーニュの中でも指折りの伝統と歴史を誇る路面のファミリー以外からの責任者ということで、大変責任の重い任務をこなされておられるわけですけれども、どのような考え方でワイン作りをこれまでやってこられたか、これからどうやっていきたいかとかいうような彼の考え方についても話をしていただきながら、路面ポンソの歴史をたどってどのようにして今日の形になったかということを説明してもらいたいと思います。それではこれからアベルさんに説明をお願いいたします。こんにちは。Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup d'être aussi nombreux aujourd'hui pour ce premier séminaire au Japon et à Osaka depuis 2017, après finalement le premier séminaire après le Covid. On va essayer aujourd'hui de vous présenter le domaine. Pour ceux qui le connaissent déjà, on va essayer de vous donner plus d'informations, plus de clés pour comprendre le style, la philosophie, l'histoire du domaine, et pour les autres vous faire découvrir notre domaine, notre travail. On va commencer avec une petite partie historique. On aura ensuite une partie un peu plus technique, et puis on viendra ensuite à la partie peut-être la plus intéressante, la dégustation. En avance, merci d'avance à Luc Corporation qui a organisé ce séminaire, qui a fait la sélection des vins, et puis également à Monsieur Sakaguchi pour la partie traduction du français au japonais. On va peut-être commencer alors avec la première photo, celle de couverture, la première diapositive, parce qu'elle nous donne beaucoup d'informations en fait, cette photo. En fait, sur cette jolie photo qui est prise en automne, hein. L'automne, c'est vraiment la belle période en Bourgogne, parce que toutes les vignes changent de couleur. On a du rouge, du vert, du jaune, de l'orange, donc c'est une très belle période. Et alors sur cette photo, il y a plusieurs grilles de lecture. Il faut d'abord imaginer que cette immense parcelle, toute cette grande parcelle là, c'est la parcelle historique qu'a acquis William Ponceau il y a 150 ans, en 1872, à la fondation du domaine Ponceau. Et puis dans ce Clos des Monts-Luisans, on va retrouver plusieurs des vins qu'on va déguster aujourd'hui. Et donc dans la partie qui est la plus verte, là où les vignes sont restées vertes, dans le haut du coteau, toute cette partie-là, tout ce qui est plus vert sur la photo, c'est de la ligotée. C'est un cépage qui reste toujours plus vert à l'automne, et donc c'est les vignes qui produisent le Moret Saint-Denis, premier cru, Clos des Monts-Luisans. Un petit peu plus bas, à la limite entre le vert et le feuillage un peu plus jaune, on est toujours dans du premier cru, jusqu'aux vignes qui sont rouges ici, et c'est ce qui produit le Moret Saint-Denis, premier cru, la cuvée des Alouettes. Et puis on a sur cette photo, on a une vision de toute la complexité de la Bourgogne, puisque les vignes qui sont tout en haut ici, on est toujours dans le Clos des Monts-Luisans, mais c'est plus du premier cru, c'est du village. C'est ce qu'on appelle Moret Saint-Denis, cuvée des Grives au domaine Ponceau. Et pour terminer, toujours dans ce même climat, dans ce Clos des Monts-Luisans, à partir des vignes rouges, si on continue de descendre, alors la photo normalement est coupée, mais on descend encore plus bas, on est dans le grand cru Clos de la Roche.
Et donc le bas du Clos des Montluisants produit environ un tiers des raisins du Clos de la Roche du domaine Ponceau. Les deux autres tiers viennent d'un autre climat qui s'appelle vraiment Clos de la Roche et qu'on peut voir sur la photo. Alors je suis grand mais pas assez. Ici entre les deux arbres. Et puis voilà, on aperçoit le village de Moret-Saint-Denis qui est au fond. Et si on suit ce petit chemin, on voit un toit dans les vignes. Ça c'est le domaine, c'est la cuverie en fait. Voilà pour une petite présentation rapide du vignoble. Avec cette photo, vous avez vu à peu près les 3/4 des vignes du domaine Ponceau. Pendant la dégustation, on verra en détail sur les cartes où sont vraiment précisées, où sont vraiment situées les parcelles par rapport aux autres lieux-dits du village. Voilà pour la présentation des vignes, petite vue des vignes. L'histoire du domaine, donc elle commence en 1872 par l'acquisition de cette parcelle, le Clos des Montluisants, par le fondateur, William Ponceau. Et puis ici, on a un aperçu du plan de la parcelle telle qu'elle était au moment de l'achat. Ça reste très proche de ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Et donc, William Ponceau fonde le domaine à la fin du 19e siècle. Et à cette période-là, à cette époque-là, arrive un parasite en France et il arrive en Bourgogne juste quelques années après la fondation du domaine, en 1875. Et c'est le phylloxéra qui va détruire la totalité du vignoble. Et donc dès la fin des années 1880, 1889, 90, la production s'écroule complètement au domaine et le domaine à peine fondé 20 ans plus tôt doit déjà replanter la totalité de son vignoble. C'est un travail qui va prendre une dizaine, voire presque une vingtaine d'années, replanter toutes les variétés, tous les cépages, le pinot noir, la ligotée, sur des porte-greffes d'origine américaine qui sont résistants au phylloxéra. Ça, c'est ce qui va sauver le vignoble. Et de cette époque de la replantation, de la fin du 19e, du 20e siècle, il subsiste encore aujourd'hui une parcelle qui a été replantée en 1911, la parcelle d'Aligoté qui produit le Morey premier cru, Clos des Montluisants, qu'on dégustera tout à l'heure. Et puis l'histoire avance. William Ponceau n'a pas d'enfant, n'a pas d'héritier, et c'est un de ses filleuls, un de ses petits cousins qui va reprendre le domaine après la Première Guerre mondiale, Hippolyte Ponceau, et qui va, avec l'aide de son frère, commencer aussi à agrandir le vignoble du domaine, et notamment dans le début des années 20, ils vont acheter une parcelle de Clos de la Roche dans le climat historique de Clos de la Roche. Et chaque génération, chaque période va avoir son lot de difficultés, mais aussi d'investissement, d'évolution, de développement. William Ponceau, il a connu le phylloxéra. Hippolyte, lui, il va connaître la crise de 1929, la période où on crée les appellations d'origine parce que il y avait beaucoup de vins qui étaient contrefaits, des noms qui étaient usurpés. Et puis également, Hippolyte, il va commencer à développer la vente en bouteille, la mise en bouteille à la propriété, dès les années 20, avec notamment le Clos des Montluisants en blanc, et puis dès le début des années 30 avec le Clos de la Roche. Et la mise en bouteille à la propriété dans les années 20, dans les années 30, c'est quelque chose d'extrêmement confidentiel. Il y a quelques domaines, tout au plus une quinzaine de domaines qui mettent en bouteille à la propriété. La vente des vins se faisait essentiellement en vrac, et puis les vins qui étaient mis en bouteille l'étaient essentiellement à cette époque par les grandes maisons de négoce de Beaune ou de Nuit-Saint-Georges. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a la troisième génération qui arrive au domaine. C'est le fils d'Hippolyte, Jean-Marie, qui à l'âge de 15 ans commence à aider son père dans les vignes. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, la famille continue d'agrandir le vignoble en achetant une autre parcelle de Clos de la Roche.
Les années 50, 60, c'est une période de gros travail d'amélioration du vignoble en France, et Jean-Marie va vraiment travailler énormément sur tout le travail de sélection de pinot noir, sur l'amélioration du matériel végétal. Ça va commencer avec la replantation d'une partie des Clos de la Roche en 54. Ça va se poursuivre tout au long des années 60-70. Et Jean-Marie Ponceau, il épouse la fille d'un vigneron de Gevrey-Chambertin. Donc durant les années 50, 60, 70, il va aussi cultiver les vignes de son beau-père. Et sa femme, Jacqueline Livera Ponceau, va hériter d'une partie du vignoble de son père. Et donc dans les années 70, notamment en 72, le domaine va s'agrandir avec du Chapelle-Chambertin et du Gevrey-Chambertin. Et le domaine Ponceau à cette période-là est déjà bien établi, bien connu, commercialise déjà une grande partie de sa production en bouteille. Il exporte ses vins aussi, notamment aux États-Unis depuis 1936, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Mais le domaine va prendre une autre dimension commerciale dans les années 80. Et notamment avec l'arrivée du fils aîné de Jean-Marie, Laurent Ponceau, qui rejoint le domaine en 81. Et dès le début des années 80, le domaine va commencer à être présent en Asie avec les premiers voyages de Jean-Marie Ponceau au Japon vers 1985-1986. Et à partir de cette période, le domaine va commercialiser la totalité de sa production en bouteille. Il y aura plus de vin vendu au négoce. C'est le changement des années 80. En 97, Jean-Marie Ponceau prend sa retraite à l'âge de 70 ans, et c'est deux de ses enfants, Laurent et sa sœur Rosemarie Ponceau, qui vont prendre la gérance du domaine. Alors bien sûr, pendant 20 ans, c'est Laurent qui va être la personne vraiment active, la personne qui va s'occuper du domaine jusqu'en 2017, où il va décider de quitter le domaine pour créer sa propre société. Et aujourd'hui, le domaine Ponceau, depuis 6 ans, donc depuis 2017, ça reste toujours un domaine familial. Les propriétaires du domaine Ponceau, ce sont 3 femmes. Ce sont Rosemarie Ponceau, qui assure également la présidence de la société Domaine Ponceau, et puis ses sœurs, Catherine et Stéphanie. Elles représentent la 4e génération de Ponceau aux commandes du domaine. Donc aujourd'hui, il y a la 5e génération qui a rejoint le domaine depuis quelques années. William, qui est le neveu de Rosemarie, le fils de Catherine, et donc l'histoire continue avec une nouvelle génération. Et personnellement, Rosemarie Ponceau m'a donné l'opportunité de rejoindre le domaine donc en 2017 pour m'occuper de la partie technique, donc le vignoble et la vinification, et puis également assurer la commercialisation, la distribution et la promotion des vins du domaine. Et aujourd'hui, donc nous cultivons 7,5 hectares de vignes, et on produit en moyenne 35 000 bouteilles de vin par an. Donc la viticulture, le vignoble, on l'a évoqué, 7,5 hectares de vignes, répartis entre 2 villages, beaucoup à Moret-Saint-Denis, on l'a vu sur la photo, et puis 20% à Gevrey-Chambertin. Tous les vins du domaine sont bons et sont importants, mais il y a 2 parcelles qui sont quand même à noter dans ce vignoble. C'est les 3,35 hectares du Grand Cru Clos de la Roche, puisque ça représente pratiquement 40% du parcellaire à lui tout seul. Et puis les 1 hectare de blanc, le Moret-Saint-Denis, premier cru Clos des Montluisans. On en reparlera tout à l'heure. La philosophie pour la viticulture, la culture de la vigne au domaine, c'est vraiment d'avoir une approche raisonnée, la plus naturelle possible, la moins interventionniste. Et donc on va utiliser le moins de produits de traitement, bien sûr pas d'herbicides,
et on utilise uniquement des produits qui sont certifiés pour l'agriculture biologique, même si nous ne sommes pas certifiés en bio. Et pour vraiment limiter les interventions, les traitements, ça passe par l'utilisation de tisanes de plantes, de produits de biocontrôle, par un travail mécanique des sols ou un enherbement, et puis vraiment par des interventions qui sont dictées par la saison, par la pousse de la vigne, par la pression des maladies. Il y a rien de systématique, il y a rien d'automatique en fait dans tous nos choix. Et ça implique beaucoup de travail manuel, hein. C'est un choix, ça fait partie de la qualité. On peut voir la photo du cheval qui travaille, qui laboure le clos des Montluisants. C'est pas juste pour le folklore, c'est parce qu'on peut vraiment pas passer au tracteur. Et il y a beaucoup de tâches qu'on est obligé de faire à la main. Et pour avoir la précision qu'on souhaite, on a besoin de beaucoup de personnes dans les vignes. Pour faire un point de comparaison, on considère en Bourgogne qu'un ouvrier, il va s'occuper de 3 hectares. Au domaine Ponceau, pour 7 hectares et demi, on a l'équivalent de 8 personnes qui s'occupent des vignes tout au long de l'année. Et dans la continuité de ce qui se fait pour la culture de la vigne pendant toute la saison, les vendanges également sont faites à la main. Dans des paniers en osier, et les raisins sont triés 2 voire 3 fois dans les vignes avant d'être transportés à la cuverie. Et vraiment, on s'attache depuis quelques années, depuis 2017, avec le réchauffement climatique, avec toute l'évolution qu'on a dans les vignes, vraiment d'être très précis sur les dates de vendange, sur la date de vendange de chaque parcelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vendanger même chaque parcelle individuellement. On peut commencer à vendanger pendant 2 jours, s'arrêter parce que les autres parcelles ne sont pas mûres, revenir une semaine plus tard. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé pour gagner encore en précision. Et également dans cette même problématique de millésime plus chaud, depuis 2017, on n'hésite pas, quand les raisins sont un peu vendangés dans l'après-midi, qui fait chaud, à les garder le soir dans une chambre froide climatisée pour faire redescendre la température et on va dire les égrapper, les mettre en cuve que le lendemain matin. On va passer rapidement sur la partie vendange des vins blancs, parce que c'est pratiquement le même procédé que pour les raisins rouges. Il y a très peu de différence. La seule différence notoire, c'est que la ligotée, qui produit le Morée Premier Cru blanc, est un cépage à maturation plus tardive et qui est quasiment tout le temps vendangé en dernier, des fois 10 voire 15 jours après le Pinot Noir. Pour les vinifications, donc on différencie vin blanc et vin rouge. Pour la vinification des vins blancs, donc une fermentation naturelle avec les levures indigènes du vignoble. Les mous, les jus fermentent à température contrôlée, on limite à 20 degrés. Puis ce qui change un petit peu depuis quelques années au domaine, c'est le pressurage. Aujourd'hui, on fait un pressurage direct en grappe entière, ce qui n'était pas le cas encore récemment. Les débourbages sont beaucoup plus légers qu'avant. On fait un débourbage très court de 18 heures. On veut garder un certain pourcentage des bourbes qui est un support pour les levures, qui contiennent beaucoup de précurseurs d'arômes également. Donc ça, on veut pas l'éliminer. Avant, c'était beaucoup plus sévère. Les bourbes étaient pratiquement toutes éliminées. Et les vins blancs maintenant sont pressés, débourbés, sans SO2, sans sulfite. Et on a recommencé également à faire fermenter les mous en fût. Donc aujourd'hui, on commence la fermentation alcoolique dans des cuves inox thermorégulées pour limiter la température à 20 degrés. Et puis là, quand on a fini la première moitié de la fermentation alcoolique, on transfère le mou en fermentation dans les fûts pour finir la fermentation alcoolique en tonneau. Pour la vinification des rouges, c'est pareil, on reste sur un schéma qui reste très traditionnel, très classique.
La particularité du domaine, c'est d'avoir fait le choix, il y a une cinquantaine d'années, dégrapper 100% de la vendange. Après, la fermentation, elle se fait comme pour les vins blancs, de manière naturelle, avec les levures indigènes du vignoble. Et on fait fermenter les raisins, alors non pas dans des cuves en inox comme pour le vin blanc, mais pour les vins rouges, dans des cuves en bois, comme celle-ci, donc des cuves vraiment traditionnelles, bourguignonnes, complètement ouvertes en haut, qui nous permettent de faire des remontages et des pigeages pour extraire la couleur. Après, le raisin, il va passer à peu près, dans cette cuve, il va passer à peu près 2 à 3 semaines, où on va faire tout le travail d'extraction par remontage, par pigeage, pour avoir la couleur et la structure qu'on recherche. Et les petits ajustements sur la façon de vinifier les vins rouges au domaine qu'on a opéré depuis 2017, ils sont assez légers, mais globalement, on a rajouté un 4e tri à l'arrivée de la cuverie sur une table vibrante pour éliminer les insectes, les parties sèches, et puis éventuellement le jus qui se libère prématurément durant le transport. C'est la photo qu'on a au-dessus là. Voilà. Et puis pour vraiment respecter le raisin, la qualité du raisin, on a arrêté le foulage après les grappages. Et on a également éliminé tout ce qui était pompe, tuyaux, canalisation pour remplir les cuves. Le but, c'est de travailler de manière la plus douce possible pour la vendange. Et on protège la vendange, le mou, des risques d'oxydation en utilisant de la neige carbonique. Et ça nous permet de ne pas utiliser de SO2 pour la réception, pour l'entrée des raisins. Alors après la fermentation, après la vinification, l'étape qui est importante, c'est l'élevage, bien sûr. On va dire que tous les vins du domaine subissent un élevage en fût. Et ce qui est vraiment la grande signature, la vraie spécificité du domaine Ponceau, c'est l'élevage en fût bourguignon traditionnel, mais en fût usagé. On n'utilise jamais de tonneau neuf. Ça, c'est vraiment la signature du domaine. L'idée, c'est vraiment de respecter là aussi le terroir, les différents climats d'où proviennent les raisins, et puis également l'expression de chaque cépage, du pinot noir pour les rouges, de la ligotée ou du chardonnay pour les vins blancs. Et la durée de l'élevage, elle varie en fonction du potentiel de chaque vin et de chaque millésime. On va dire que le minimum, ça va être 13 à 14 mois pour certaines cuvées de vins blancs qui font un élevage plutôt court, comme le Saint-Romain qu'on va déguster tout à l'heure. Et elle peut aller jusqu'à 18 mois pour certains vins blancs, et voire 24 mois pour des grands crus ou des premiers crus de rouge. Après l'élevage vient la période de la mise en bouteille. Donc généralement les vins après l'élevage en fût, on va soutirer les tonneaux pour séparer le vin clair du dépôt, des lits, et le vin va rester en cuve inox avant la mise en bouteille environ 2 mois. Et l'objectif, c'est vraiment de faire un très beau soutirage pour ne pas avoir à filtrer ni coller les vins. Ça, c'est vraiment important pour nous, le moins d'intervention possible. Donc normalement, si tout se passe bien, les vins au domaine ne sont ni collés ni filtrés avant mise en bouteille. Et on utilise très peu de soufre, très peu de SO2, mais on en met quand même un tout petit peu pour la mise en bouteille. Et l'idée, c'est de faire attention au niveau de tous les transferts de vin. On essaye d'éviter les pompages, de travailler par gravité au maximum. Et puis, si on est amené à pomper les vins, on le fait toujours avec sous la protection de gaz inertes, donc de CO2 ou d'azote. Voilà une petite présentation de la façon de travailler au domaine, de la vigne jusqu'à la mise en bouteille. Les quelques informations suivantes, ça va plus concerner le vin, le transport, les quelques innovations sur les bouteilles. Et notamment le point important, c'est vraiment la maîtrise des températures. On vient de l'évoquer, les vins sont vinifiés, élevés et mis en bouteille avec peu de soufre. C'est des vins qui sont pas filtrés, qui sont pas collés, donc qui sont quand même assez fragiles, qui doivent être conservés dans des conditions optimales. Et donc pour contrôler cela, on a développé deux techniques. Et la première, donc c'est une
C'est quelque chose que si vous connaissez les vins du domaine, vous avez certainement déjà vu. C'est le point jaune sur l'étiquette. C'est un indicateur de température. C'est une encre qui est thermosensible et qui va changer de couleur si le vin est stocké dans des conditions trop élevées en température. Alors c'est juste un indicateur, parce que si le point est devenu rouge, normalement il tourne du jaune au rouge, ça vous dira que le vin a certainement été gardé dans des mauvaises conditions, probablement à 40 degrés, mais vous savez pas combien de temps. Vous savez pas si c'est 40 ou 70 degrés, donc c'est juste un indicateur. Et l'autre technique que forcément vous ne voyez pas, mais qui concerne plus nos distributeurs et nos importateurs, ce sont des capteurs de température que nous insérons sur les palettes au départ du domaine pour enregistrer la température pendant le transport. Et c'est quelque chose qui est vraiment important. Là, on a un exemple du rapport que nous envoie le prestataire qui après analyse le capteur. Là, on a l'exemple du Japon. Alors, Luc Corporation, c'est vraiment toujours parfait. C'est ça. Là, voilà, on accepte entre 10 et 20 degrés. On peut tolérer jusqu'à 25 degrés Celsius ou un peu plus bas, 5 degrés. Mais là, on est vraiment dans la plage parfaite. C'est quelque chose d'important, hein. Au domaine, ça nous a permis des fois d'arrêter de travailler avec certains importateurs sur certaines zones parce que le vin était mal transporté, ou pour certains importateurs de se retourner contre le transporteur parce que ils avaient demandé une prestation avec des containers réfrigérés qui n'étaient pas assurés, quoi. Et puis l'autre point où il y a eu des innovations au domaine, c'est évidemment les moyens de lutte contre les contrefaçons, les fausses bouteilles. On va pas du tout développer l'histoire des fausses bouteilles et du faussaire qui a été emprisonné aux États-Unis. Ça a été largement médiatisé. On va juste vous présenter les outils qui ont été développés pour lutter contre la contrefaçon. Donc tout d'abord les étiquettes qui sont produits sur un papier spécial et qui sont également protégés par un filigrane qu'on ne peut voir qu'avec une lumière ultraviolette. Donc oui, après effectivement la bouteille qui est directement moulée avec marqué Domaine Ponceau sur la chaîne de production du verrier. Et puis pour les personnes qui connaissent déjà bien les vins du domaine, la puce NFC qu'on retrouve sur les bouteilles depuis une dizaine d'années, qui a évolué avec le temps. On a eu des gros points, des grosses étiquettes blanches rondes à l'arrière des bouteilles. Maintenant, on a un petit sticker à cheval sur la capsule et la bouteille. Donc ça vous permet avec votre téléphone, en approchant le téléphone de la puce, de savoir si c'est une véritable bouteille du domaine Ponceau. Et puis le dernier point, c'est le bouchon du domaine Ponceau, qui à la base n'était pas un outil de lutte contre la contrefaçon, c'était pour résoudre des problèmes de bouteilles bouchonnées au début des années 2000, ou de bouteilles qui étaient un petit peu irrégulières, voire un peu trop évoluées. Mais ce bouchon, il a vraiment ces caractéristiques qui font que une fois débouché, c'est dur de le réutiliser, et donc ça en devient également un outil de lutte contre la contrefaçon. Et puis on va commencer à parler un petit peu des vins, de la production. On a commencé à vous servir les vins blancs dans les verres. Bien que nous soyons en côte de nuit, on produit quand même 20% de vin blanc. Donc pour la zone, c'est assez rare. Après, il y a pas de surprise, il y a quand même 80% de vin rouge. On est en côte de nuit, on est à Moret-Saint-Denis, on est à Gevrey-Chambertin. Donc la majorité de la production, c'est des vins rouges. Là où c'est plus intéressant, c'est sur le deuxième graphique, puisque on se rend compte qu'en fait au domaine Ponceau, on produit 60% de grands crus, 25% de premiers crus, 11% de village et seulement quelques pourcents de Bourgogne. Ça, c'est complètement atypique. En général, les producteurs en Bourgogne, c'est plutôt l'inverse. C'est 2% de grands crus et 50-60% d'appellation Bourgogne, appellation régionale.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, au domaine Ponceau, si vous voulez acheter une bouteille de Moret Village, il faut acheter 6 bouteilles de Claude Laroche. C'est une blague. Mais rapidement, une liste qui est pas exhaustive des vins produits par le domaine. Évidemment, en 30, 40 ans, tout au long de la vie du domaine, il y a des appellations qu'on a produites, qu'on ne produit plus aujourd'hui. Dans les grandes lignes, il y a quand même 2 vins qui sont là depuis le début. Le Grand Cru Claude Laroche et le Moret Premier Cru Blanc, le Clos des Montluisans. Et dans les millésimes, dans les derniers millésimes, les principales appellations qu'on va rencontrer, elles sont listées ici également. Chapelle, qui est toujours là, bien sûr, le Clos Vougeot, que nous avons arrêté en 2020. Corton, je pense qu'on déguste un Corton cuvée du Bourdon tout à l'heure. Du Corton Charlemagne en blanc, Moret Premier Cru rouge, Moret Village, Gevrey Village, Saint-Romain et du Bourgogne. Ça fait une douzaine de vins différents à peu près chaque année qui sont produits par le domaine. Merci pour cette première partie. Je pense qu'on va pouvoir passer à la dégustation. Et on commence avec le premier vin blanc, Saint-Romain. Saint-Romain, c'est un village qui est situé en Côte-de-Beaune et qui est un petit peu en retrait de la côte principale. On est dans une vallée qui est perpendiculaire à 10-15 km à l'ouest de Meursault. Alors au domaine, on produit environ 8 pièces de vin par an de ce Saint-Romain blanc. Ça fait à peu près 2400 bouteilles. Forcément, c'est du chardonnay. Et dans le village de Saint-Romain, la parcelle est dans un climat qui s'appelle la Combe-Bazin. On est vraiment sur un vin blanc qui est intéressant parce que on est situé en retrait de la côte principale, on est sur un secteur qui est un peu plus haut en altitude, un peu plus frais, un peu plus tardif, et notamment sur des années solaires comme 2020, on préserve toujours une belle fraîcheur, une belle acidité dans les vins. Et là sur le 2020, c'est vrai qu'on a à la fois la puissance conférée par le millésime 2020 avec un joli fruit assez mûr, des fruits jaunes, des notes d'agrumes également, et en même temps en bouche une belle rondeur, une belle matière, mais une finale qui reste assez fraîche et qui équilibre très bien le vin. Et on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais c'est le vin qui va faire l'élevage le plus court en fût au domaine. On va rarement dépasser, depuis 2017, on dépasse plus 13-14 mois maximum d'élevage pour vraiment préserver les arômes frais d'agrumes, de fruits du vin. On n'a pas le potentiel d'élever ce vin 16 ou 18 mois comme un Corton Charlemagne ou un Montluisan, un Moret Premier Cru Blanc Clos des Montluisans. On va plutôt chercher à obtenir un vin frais avec une jolie matière équilibrée qui sera à boire peut-être plus tôt, plus jeune. Là, quand on goûte 2020, on peut le boire aujourd'hui, il y a pas de souci. C'est un vin qui peut vieillir, mais sa vocation première, c'est pas d'être vieilli 10 ans en bouteille. Je pense qu'on peut passer au deuxième vin blanc si tout le monde a goûté le Saint-Romain. Donc deuxième vin blanc, c'est le Moret Saint-Denis Premier Cru, le Clos des Montluisans. On a vu les vignes tout à l'heure sur la toute première photo. Donc aujourd'hui, le Clos des Montluisans, le Moret Premier Cru Clos des Montluisans, il est produit avec uniquement un seul cépage qui est complètement atypique pour la Bourgogne puisque c'est de la ligotée. Ça en fait le seul premier cru blanc de toute la Bourgogne qui soit produit avec le cépage à ligotée. Et puis 80% des vignes ont été plantées en 1911, on l'a évoqué tout à l'heure, et c'est toujours elles qui assurent la grande majorité de la production. Alors on est sur un type de sol qui est vraiment pauvre et très drainant. On a 50-60 cm de terre. Cette terre, c'est un mélange de gravier calcaire qu'on appelle des grésilités. Et puis c'est mélangé avec un peu d'argile, mais c'est des sols qui sont très drainants. Et le tout repose sur vraiment des blocs de calcaire très durs, soit de l'olite blanche, soit du calcaire de Comblanchin. Mais dans tous les cas, c'est un sol et un sous-sol qui est très drainant, qui est très maigre et qui convient très bien à la ligotée.
Et si on regarde sur la carte de Moret-Saint-Denis, donc la parcelle, elle se situe tout en haut du coteau, à la limite de la forêt. On le voit sur la photo de droite. Et puis la partie qui est surlignée en vert, donc c'est effectivement la localisation de la parcelle sur la carte de Moret-Saint-Denis. Et là encore, même sur un millésime comme 2020, avec ce terroir très frais, très minéral, très calcaire, la forêt qui borde la parcelle sur deux côtés, on conserve une très belle fraîcheur, une très belle acidité qui équilibre parfaitement la puissance du millésime 2020. Et c'est vraiment ce qui caractérise le vin. On a en bouche presque cette sensation d'avoir des cailloux sous la langue. On a aussi l'impression d'avoir des fois les notes de pierre à fusil, comme si on frotte deux silex côte à côte. On a beaucoup de fraîcheur, des notes d'agrumes, parfois d'épices qui peuvent venir sur ce vin-là. Et évidemment les très vieilles vignes qui apportent cette rondeur, cette concentration en bouche. Et c'est un vin qui va faire un élevage assez long en fût pour un vin blanc. Il y a certaines années, des millésimes comme 2021 où il y a une vraie puissance dans le vin. On a fait 18 mois d'élevage. C'est-à-dire qu'on a fait autant de durée d'élevage qu'un Moret Premier Cru Rouge ou un Clos de la Roche. 2020, on a dû faire 16 presque 17 mois d'élevage pour ce vin-là. C'est un vin qui a alors c'est pareil, il y a deux façons de l'apprécier. Si vous êtes amateur de vin blanc sur la fraîcheur, sur les fruits, c'est quelque chose qu'on peut commencer à apprécier au bout de 2 ans en bouteille. Là, 2020, il a un peu plus de, allez, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'il est en bouteille maintenant. Il commence à être vraiment intéressant, à avoir une vraie complexité, un bel équilibre. Mais c'est un vin qui a vraiment besoin de passer presque 1 an en bouteille pour se mettre en place. C'est un vin qui est un peu moins accessible jeune que le Saint-Romain. Et sur cette première jeunesse, on a une fenêtre d'une dizaine d'années où le vin va être très frais, il va commencer à développer doucement des notes un peu plus d'évolution, des notes encore plus minérales, encore plus de pierre à fusil, voire d'épices douces. Par exemple, on déguste en ce moment des 2016, des 2015, voire des 2011 qui sont délicieux. Et puis il y a une deuxième fenêtre un peu plus tard, quand le vin a une vingtaine d'années. Si vous êtes amateur de plus vieux vins blancs, on peut avoir de très belles complexités aromatiques avec beaucoup de minéralité, vraiment des notes très très épicées quand le vin commence à avoir un peu plus de 15-20 ans. Alors il y a 98 qui se déguste très très bien. 98 et j'avais goûté 99 aussi qui était très très intéressant. On passe au vin rouge. Oui. Ouais. Alors pour les vins rouges, on a choisi un millésime différent. 2018. On reste sur un millésime très puissant. 2020, 2018, le point commun, c'est d'être des années chaudes qui ont produit des vins très très puissants, très concentrés. Le petit bémol entre les deux, c'est que 2020, on a eu des très petits rendements avec des raisins tout petits, très très concentrés. Donc on a eu beaucoup de structure, beaucoup de couleurs, beaucoup de tanins, mais également énormément d'acidité. En 2018, on est sur une année chaude, une année solaire qui est plus classique, avec un joli rendement, des beaux raisins parfaitement sains, beaucoup de couleurs, beaucoup de structures, beaucoup de tanins. Vous allez voir en dégustant. Un petit peu moins d'acidité. On est vraiment sur un profil plutôt fruits rouges, fruits noirs, assez rond, une très belle longueur, un peu moins classique que ce qu'on peut avoir des fois en Bourgogne quand on a des vins rouges très très vifs, très frais, très très acides. Et donc pour le premier vin rouge, le Moret Premier Cru, la cuvée des Alouettes, on reste dans le même climat, dans le Clos des Montluisans.
comme pour le vin blanc, la parcelle est située juste en dessous de la parcelle de blanc. On l'a vu aussi tout à l'heure sur la première photo, on a bien vu la séparation entre la ligotée et le pinot noir. Et ce climat, cet endroit, ça confère au vin, même malgré des années chaudes comme 18, toujours une belle fraîcheur, une belle acidité. L'autre intérêt de cette parcelle, de l'endroit où elle se situe, c'est qu'on est à la limite du Grand Cru Clos de la Roche. Si on regarde sur la carte, ici, on est en premier cru, cette partie rouge, c'est du Grand Cru Clos de la Roche. Et j'en veux pour exemple la photo du bas, puisque ici, jusqu'au mur en pierre, on est dans du Grand Cru Clos de la Roche. Et la limite, et dans les petits rangs, si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, là je suis encore en Clos de la Roche. Le rang suivant, c'est du Morée premier cru cuvée des Alouettes. Donc on va retrouver dans ce vin également des choses qui peuvent caractériser le Clos de la Roche, une puissance, une structure de tanin qui donne beaucoup de volume en bouche et beaucoup de longueur à ce vin. Grand millésime de garde, un vin qui est bien sûr trop jeune, on a la chance qui se montre très bien actuellement. On a un joli nez sur le fruit rouge, le fruit noir, des petites notes épicées, une belle matière en bouche, des jolis tanins. Il est assez ouvert. Il a été beaucoup plus fermé l'année dernière. Il est dans une fenêtre où on peut le déguster, mais il a clairement vocation à vieillir encore au moins une dizaine d'années, quoi. On peut passer sur le vin suivant. C'est intéressant de comparer justement Morée premier cru Alouette et Corton cuvée du Bourdon sur le même millésime, parce que on quitte la côte de Nuit brièvement et avec Corton on se retrouve en côte de Beaune. Il y a des vraies différences géologiques. On n'est pas du tout sur les mêmes calcaires. On va pas retrouver du calcaire de Comblanchien comme dans les Montluisans. Et on aura des profils de vin, des textures de tanin qui sont vraiment différentes. On est sur un vin qui est l'assemblage de 3 climats de Corton. On peut les voir sur la carte. Les Polans qui représentent 60% de l'assemblage, les Perrières 20%, et puis le Clos du Roi 20 autres %. Ouais, c'est ça. Les Polans, c'est vraiment un terroir. Polans, on regarde sur la carte, on est dans le bas du coteau. Ça apporte plutôt de la finesse, de l'élégance. On pourra pas faire un Corton très très puissant, très structuré. Donc on va faire attention à pas trop extraire ce vin pour rester sur un style plutôt frais, élégant, peut-être accessible plus rapidement qu'un Morée premier cru rouge. On n'a pas du tout le même profil de tanin, de texture. On va faire du coup attention à pas trop extraire des tanins qui pourraient vite devenir un peu sec et austère. On est sur un vin c'est 2018, donc c'est un vin qui appelle à vieillir encore, bien sûr, une dizaine d'années très certainement. Mais on perçoit au nez, on est effectivement sur quelque chose d'un peu plus frais, un peu plus sur le fruit rouge, sur la groseille, que dans le vin précédent. Bon, c'est tout pour la petite incartade en Côte de Beaune. On va revenir en Côte de Nuit pour les autres vins. Donc pour le vin suivant, on est à Gevrey-Chambertin. Donc Chapelle-Chambertin, c'est situé en contrebas du Grand Cru Chambertin-Clos de Bèze. Ça, c'est le Chambertin-Clos de Bèze. Et le Chapelle, il est juste en dessous. Pour l'appellation Grand Cru Chapelle-Chambertin, il y a 2 climats qui peuvent produire le Grand Cru Chapelle-Chambertin. Il y en a un qui s'appelle En-la-Chapelle et le deuxième s'appelle Les Gémeaux. Donc les Gémeaux, c'est là où se situent les vignes du domaine Ponceau. C'est ici. Chapelle, c'est un vin qui a toujours eu une accessibilité, une buvabilité un peu plus précoce que les autres rouges du domaine. Si on compare avec le Clos de la Roche ou le Morée premier cru, il est toujours plus ouvert, il est très expressif. Et en bouche, ce qui le caractérise, c'est vraiment alors sur 18, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même beaucoup de matière, mais c'est vraiment sa longueur et son élégance et son soyeux en bouche.
Sur Chapelle, au nez, on a forcément les notes de fruits rouges, de fruits noirs, un peu plus marqué fruits noirs en 2018. Toujours une petite touche de violette florale. Ça c'est assez caractéristique. Et puis en bouche, même si en 2018 on a beaucoup de rondeur, beaucoup de volume, la bouche au final elle est vraiment très allongée avec des tanins qui sont vraiment très élégants, très très soyeux. Chapelle, c'est pareil, on est sur un terroir, sur un sol et un sous-sol qui est différent de Moret-Saint-Denis et notamment du Clos de la Roche. On n'a pas le même potentiel dans les raisins de Chapelle-Chambertin que dans le Clos de la Roche. C'est vraiment pareil pour la vinification. On va essayer de respecter ce potentiel différent, ce vin qui a une approche, un côté plus féminin, plus élégant. On va faire un petit peu moins d'extraction que dans une cuve de Clos de la Roche. On va laisser des fois faire une cuvaison un tout petit peu plus longue, quelques jours de plus, pour que finalement la structure, la longueur, les tanins viennent tout en douceur, sans brusquer le vin, pour respecter toute cette élégance, cette finesse qu'on peut déguster dans le vin au final. C'est vraiment la fin de cuvaison, la fin de vinification qui est un pilotage très très fin. Où on va déguster les cuves tous les jours et on va décider de faire un pigeage de moins, d'arrêter les remontages, de limiter la température à 1 degré de moins, 2 degrés de moins, pour justement garder ce côté très très élégant, très très délicat du Chapelle. Et puis pour le dernier vin rouge, je vais dire évidemment Clos de la Roche. On peut pas faire un séminaire, une dégustation des vins du domaine Ponceau sans goûter le Grand Cru Clos de la Roche. C'est vraiment le vin emblématique du domaine, hein. C'est le deuxième vin historique avec le Moret Premier Cru Blanc, également commercialisé, mis en bouteille au domaine depuis bientôt un siècle, depuis la fin des années 20, le début des années 30. Le Clos de la Roche au domaine Ponceau, c'est 3 hectares 35 sur une appellation qui fait 16 hectares 85. Donc on est le principal propriétaire et le premier producteur. Des vignes qui sont âgées de 65 ans d'âge moyen. Donc tout concourt pour faire de ce vin un grand vin. Alors le Clos de la Roche au domaine Ponceau, il provient de 2 lieux-dits différents. Il faut savoir que pour produire du Grand Cru Clos de la Roche, à Moret-Saint-Denis, on a potentiellement 8 climats différents qui peuvent produire du Clos de la Roche. Le domaine Ponceau est présent sur 2 climats, le bas des Monts-Luisans et le cœur historique, le climat originel qui s'appelle vraiment Clos de la Roche. Ce sont les parcelles qui sont surlignées en violet dans la carte. Donc on voit à peu près 1 hectare 20, un tiers de la surface dans le bas des Monts-Luisans, et puis les 2 parcelles dans le Clos de la Roche qui font à peu près 2 hectares 20. Pour ce climat Clos de la Roche, 2 hectares 20, ça représente la moitié du climat, puisque le climat originel du Clos de la Roche c'est 4 hectares 50. Et dans ce climat originel, Clos de la Roche, on est vraiment sur un sol maigre, avec un sol argileux qui recouvre vraiment du calcaire très très dur, des calcaires de Prémaux. C'est un calcaire qui affleure. Il y a des endroits où on a 15 cm de terre, et puis après on est directement sur la roche. Ça apporte cette puissance au vin, toute la matière, le corps du vin, le milieu de bouche qu'on perçoit, ça vient essentiellement de cette partie-là du vignoble. Et puis dans le tiers de Clos de la Roche provenant du Clos des Monts-Luisans, on va retrouver ce qu'on avait déjà dans les premiers crus blancs et rouges. Donc ces sols d'éboulis calcaires, de gravier de calcaire, de grésillité, et puis un sous-sol de calcaire de Comblanchien. C'est un secteur qui apporte beaucoup de fraîcheur. C'est une zone, les Monts-Luisans, dans l'assemblage du Clos de la Roche, ça apporte toujours la fraîcheur, l'équilibre à la puissance du Clos de la Roche venant du lieu-dit originel Clos de la Roche. Donc forcément, hein, sur le millésime 2018, on est sur un vin qui est très puissant, beaucoup de structure,
des tanins qui sont présents en bouche, qui remplissent la bouche, qui enrobent la bouche, mais qui sont pas agressifs. Ça, c'est vraiment le toucher de bouche, le grain qu'on recherche au domaine, la puissance avec en même temps du soyeux et de l'élégance. On est clairement sur un millésime de garde, hein, 2018, Claude Laroche. Je pense qu'on verra vraiment tout le potentiel. Le vin à son apogée ou début de sa maturité d'ici une quinzaine, une vingtaine d'années. Mais je pense qu'on pourra le garder sans problème 30 ans pour ceux qui seront assez patients, quoi. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu.